Euh, et bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour beaucoup, ça doit faire longtemps et je partage cette vidéo aujourd'hui pour partager un message d'intérêt public. Euh, bon, comme vous l'imaginez, aujourd'hui, à l'ordre du jour, beaucoup de gens parlent du coronavirus, autrement connu sous le nom de COVID-19. Et je voudrais tout simplement faire ma petite contribution à la lutte contre cette maladie. Tout d'abord, je ne suis pas expert médical, je n'ai aucun background dans le domaine médical. Cela étant dit, je suis avec intérêt la progression de cette maladie depuis maintenant 2 mois. Et pour être entièrement franc, la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui est que je vois une absence totale, de communication à ce sujet dans nos pays. J'ai l'impression que les gens considèrent que ce problème ne les concerne pas et que c'est un problème qui se passe ailleurs et bon, pourquoi s'en occuper parce que ce n'est pas dans le conscient collectif. Mon espoir est que je n'aurai pas besoin de faire plus de vidéos de ce genre et que mon action inspirera d'autres personnes qui ont certainement une meilleure connaissance du sujet ou qui ont une meilleure expertise dans le domaine afin de partager, de faire part de ce message public et de faire de la sensibilisation et de prendre cette maladie avec tout le sérieux qu'elle mérite. Je fais cette vidéo parce que l'Afrique, tout particulièrement, présente un risque particulier. L'Afrique présente un risque particulier, donc j'aimerais porter à votre attention et nous y viendrons. Donc, tout d'abord, on va revoir quelques statistiques. Il y a aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui 7 mars 2020, 105 000 cas connus, à peu près 106 000 cas en fait, dont 3 700 morts connus et 58 000 cas de personnes qui en ont guéri. Parmi toutes les personnes infectées, environ 43 000 ont eu des maladies. 43 000 personnes ont toujours la maladie avec eux et sont en train d'être suivies ou d'être monitorées. La majorité des cas constatés de cette maladie sont des cas non graves, environ 40 000 cas. Par contre, il y a eu 6 200 cas critiques connus. Bon, tout de suite, j'aimerais porter à votre attention ces statistiques de taux de décès de 3 500 cas sur 105 000. C'est quasiment 3%. Pour chaque 100 personnes qui ont été infectées, environ chaque 100 cas d'infection connue, il y a eu environ 3 morts. Réfléchissons-y une minute. 3%. C'est un chiffre extraordinaire. Cela veut dire que si je regarde aujourd'hui ma page Facebook et parmi les personnes que je connais, 3 morts. Pensez-y. C'est une maladie grave. Une maladie beaucoup plus grave qu'Ebola. Une maladie beaucoup plus grave qu'Ebola pour 2 raisons. Premièrement, c'est une maladie qui a un mode de transmission relativement différent. Dans le cas de Ebola, ce sont les liquides organiques qui étaient le principal vecteur de la maladie. Et les gens étaient contagieux à partir du moment où ils commencent à développer des symptômes. Le taux de mortalité de Ebola était beaucoup plus élevé. Des fois, jusqu'à 60% des personnes infectées mouraient. Mais pas autant de gens étaient contaminés. Ce qui rend cette maladie beaucoup plus sérieuse,
c'est que c'est une maladie qui est aussi contagieuse que la grippe, mais qui est entre 10 à 20 fois plus mortelle. Voilà. Sur ce, aujourd'hui, parmi quelques pays africains, bon, ce n'est pas une liste exhaustive, et ces cas sont relativement récents. Nous avons 4 cas connus au Sénégal, 2 cas connus au Maroc et 2 cas connus au Cameroun. Il y a d'autres pays, bon, ce n'est pas la peine d'aller à travers toute cette liste. La question fondamentale qui se pose, et je vous inviterai à regarder d'autres statistiques. Aujourd'hui, nous connaissons 6000 cas en Italie, 6000 cas en Iran, approximativement, 7000 cas en Corée, 949 cas en France, sans parler des 60 000 et quelques cas connus pour sans compter les 80 000 cas connus en Chine. La question, elle est simple. Je vois deux hypothèses. Pourquoi le nombre de cas signalés en Afrique est si faible? Ce n'est certainement pas parce que l'Afrique n'est pas aussi connectée à l'épicentre de cette épidémie qu'est la Chine autant que les autres pays. Nous sommes aussi connectés à la Chine que d'autres pays. Donc, je vois deux hypothèses. La première, il y a des facteurs endogènes à l'Afrique qui font que la maladie n'est pas aussi contagieuse. Très peu probable, extrêmement très peu probable. Il serait même dangereux d'imaginer que c'est le cas, que l'Afrique aurait des facteurs rendant la propagation de cette maladie plus difficile. Les gens ne sont certainement pas immunisés. Cela est une certitude. Cette maladie est une nouvelle maladie et aucune personne n'a d'immunité contre cette maladie. Donc, je dirais qu'on peut tout de suite éliminer cette possibilité. La deuxième possibilité est que la maladie s'est propagée de façon similaire en Afrique qu'elle s'est propagée aux autres pays, mais que nos infrastructures ne nous permettent pas et ne nous ont pas permis de vraiment déceler l'envergure de cette maladie à date. Je suis de ceux qui croient à cette hypothèse. Elle est beaucoup plus probable de mon point de vue. Donc, bon, je ne veux pas être négatif et souvent, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais j'aimerais que tous les tous les Africains à considérer que cette maladie est déjà présente sur nos sols. Et si la maladie n'y est pas déjà, nous bénéficierons à agir comme si elle était déjà présente, parce qu'elle va finir par être présente. Et parmi tous les pays du monde, nos pays sont les pays les moins préparés à lutter contre une telle maladie, à l'endiguer. Nous avons des systèmes de santé complètement défaillants. Donc agir comme si la maladie était déjà présente est la seule façon dont nous pourrions sauver notre continent et nos populations. Regardons quelques chiffres pour aller un peu en avant. Le 22 janvier, dans le monde entier, il y avait 580 cas. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars et nous sommes à une centaine de milliers de cas déjà, 105 000 cas pour être plus précis. Il s'agit là de 175 fois plus, une multiplication par 175 en un mois et quelques jours. Vous connaissez beaucoup de choses qui se multiplient aussi vite. Imaginons juste qu'on parte de ce nombre aujourd'hui et qu'on ne le multiplie que par 10 et pas par 175 parce qu'on fait le nécessaire pour que la maladie soit contenue à travers le monde. Nous sommes toujours à 1 million de personnes qui sont contaminées. C'est énorme. Vous avez certainement vu les informations sur les symptômes et comment la maladie se développe. Nous allons quand même en parler très rapidement, afin juste de comprendre un peu les enjeux qui se présentent à nous. Les maladies
se présente chez les gens typiquement avec des symptômes bénins, de la fièvre, de la toux, quelques difficultés respiratoires, de la toux. La majorité des cas pourraient être tout simplement confondus à de la grippe et la majorité des gens finissent par guérir de la maladie. Et c'est là le plus grand danger de cette maladie, quand vous la comparez, malheureusement, je dirais, quand vous la comparez à des maladies comme Ebola. Dans le cas d'Ebola, une personne qui est infectée présente des signes critiques. C'est une personne qui est couchée, c'est une personne qui est malade, c'est une personne qui n'est pas mobile. D'accord? Donc, les vecteurs de transmission sont souvent dans la famille, au sein de la famille. La personne est malade, son mari ou sa femme s'occupe d'elle et la personne est contaminée. Et je rappelle, contagion à travers les liquides organiques, la salive, le sang. Des choses qui sont beaucoup plus difficiles à transmettre. Donc il est relativement, je dirais pas facile, parce qu'on s'est tous rendu compte de la difficulté qu'on a eu à endiguer cette maladie qu'est Ebola dans notre pays ou dans nos pays. Maintenant, on parle là d'une maladie qui, pour la majorité des gens, est identique à de la grippe, qui par contre est 10 fois plus mortelle dans les couches les plus démunies, les vieux, les personnes âgées et les personnes malades. Réfléchissons-y pour un moment. 80% des cas sont non graves, avec des symptômes similaires à la grippe. Cela veut dire que les personnes tombent malades, transmettent la maladie, guérissent sans se rendre compte qu'ils ont la maladie. C'est là la réalité des faits. Et dans ce cas particulier de cette maladie, pour la majorité des gens, à moins que vous ne soyez en train de chercher la maladie, vous ne la trouverez pas. D'accord. Donc le gros risque que cela représente est le suivant. Une fois que vous avez une dizaine de personnes qui sont contaminées, une centaine de personnes qui sont contaminées, la technique de base pour endiguer la maladie, c'est de faire ce qu'ils appellent en anglais le contact tracing. Pour le traduire en français, c'est suivre les contacts. On commence à la personne qu'on sait ou les personnes qu'on sait qui sont contaminées. On cherche à connaître toutes les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts. On fait des tests sur ces personnes. Si on trouve que ces personnes sont contaminées, on fait la même chose. On trouve les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts, leurs collègues, leurs familles, les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts rapprochés. Donc, cela est gérable quand tu as une centaine de cas, voire un millier de cas. Et même dans un millier de cas, en faisant du contact tracing, cela devient extrêmement compliqué. Ça demande des moyens de logistique sérieux. Nos pays n'ont pas ces moyens. Nos pays n'ont pas ces capacités. Donc, il est extrêmement important de prendre des précautions immédiatement afin de faire en sorte d'endiguer la propagation de cette maladie. Car le risque est que, une fois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont contaminées, on ne peut pas savoir où est-ce qu'elles ont contracté la maladie. Si on ne peut pas savoir où est-ce qu'elles ont contracté la maladie, il est impossible de faire le suivi des contacts afin de déterminer toutes les personnes contaminées. À partir de ce moment-là, il est quasiment certain que le seul recours auquel nous pouvions faire recours, c'est de complètement arrêter la circulation des populations. Chacun reste chez soi, arrête d'aller au travail, que les enfants arrêtent d'aller à l'école. Vous imaginez les conséquences économiques et les conséquences sociales de cela? Le plus tôt nous commencerons à faire le nécessaire, le mieux ça sera. D'autres symptômes qui sont extrêmement rares avec cette maladie,
qui distingue dans un certain sens cette maladie de la grippe, c'est qu'il est très peu de personnes ont le nez qui coule quand ils ont cette maladie. Très peu d'entre eux éternuent. Très peu ont des maux de gorge. Par contre, 18% des personnes contaminées développent des complications qui sont qualifiées par l'Organisation mondiale de la santé comme des cas sévères. Cela veut dire de la pneumonie, cela veut dire des difficultés respiratoires et des complications respiratoires. J'aimerais juste qu'on réfléchisse un moment. Il faut vous rendre compte que au début de cette vidéo, nous avons parlé d'un cas de mortalité de tour de 3%. Ce cas de mortalité de 3% est parce que les personnes qui se retrouvent avec des complications médicales ont un suivi médical adéquat. Cela demande des infrastructures médicales adéquates. Nos pays n'ont pas ces infrastructures. Donc vous pouvez être certain que si ces maladies s'implantent et s'installent dans nos pays, le taux de mortalité chez nous va être extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et surtout, c'est chez les personnes les plus vulnérables, les personnes malades, les personnes âgées. Un autre élément qui rend cette maladie très compliquée pour l'Afrique et pour laquelle nous devons le prendre au sérieux. L'Afrique est le seul continent où nous avons un taux de séropositif qui est extrêmement élevé. Dans certains pays africains, jusqu'à 20% de la population sont séropositifs. Cela veut dire que ces personnes ont un système immunitaire qui est faible. Il n'y a pas d'étude encore qui a été faite pour déterminer clairement l'impact et la relation entre le taux de mortalité de la maladie et les cas de déficience immunitaire. Mais la meilleure hypothèse est que une des défaillances immunitaires pourrait rendre la maladie beaucoup plus difficile à traiter et résulter dans des complications infectieuses ou des complications respiratoires. Donc, il se peut qu'on soit face à un fléau si nous ne prêtons pas garde. Donc 13% des cas de cette maladie sont sévères. Sur chaque 100 personnes, 13 d'entre eux développent des complications médicales qui demandent une hospitalisation. 5% des cas de cette maladie sont caractérisés par l'Organisation mondiale de la santé comme des cas critiques. Des cas critiques. C'est des gens qui sont sous respirateur, c'est-à-dire qui sont dans leur lit d'hôpital, intubés, avec des machines qui coûtent des centaines de milliers de dollars en train d'injecter directement de l'oxygène dans leur corps. Nous n'avons pas ces moyens médicaux. En toute vraisemblance, confrontés à ce genre de cas critiques, la majorité de nos infrastructures médicales vont succomber. Et un autre facteur de risque, c'est le corps médical. Le corps médical exposé à ces maladies va être contaminé, à leur tour contaminer d'autres malades. Parce que, si n'oubliez pas, quelqu'un qui est dans un hôpital est quelqu'un qui a déjà des problèmes médicaux. Donc, confronté à une maladie supplémentaire sera un risque supplémentaire. Le pire serait que nos infrastructures médicales succombent parce que si tous tes docteurs sont malades et tous sont malades, qui va soigner les autres personnes malades? Prenons cette maladie au sérieux. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées et des personnes ayant d'autres facteurs aggravants, d'autres facteurs médicaux. Donc, quelqu'un qui aurait une pneumonie déjà, ou quelqu'un qui aurait de la tuberculose, ou une personne qui aurait du VIH, certainement serait beaucoup plus, potentiellement beaucoup plus touché. Par contre, s'il y a une seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les enfants sont très peu affectés. Il y a des évidences qui pointent au fait que les enfants, même quand ils sont contaminés, ne souffrent d'aucune complication. Les mécanismes à travers lesquels cela arrive ne sont pas entièrement expliqués pour le moment. Par contre,
retenons que si les enfants ne développent pas des complications, ils peuvent tout de même devenir des vecteurs. C'est pour cela que nous constatons dans tous les pays où il y a des dirigeants responsables, ils ont commencé à instaurer des mesures d'arrêt d'école. Les enfants ne partent pas à l'école parce que qu'est-ce qui arrive? Les enfants, même dans le cas de la grippe aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Ils interagissent avec leurs camarades. Ils contactent de la grippe ou dans ce cas cette maladie. Ils reviennent chez eux avec leurs grands-parents ou avec leurs parents. Ils les contaminent. Donc, on a besoin de prendre cette maladie au sérieux et je n'ai pas l'impression que nos dirigeants prennent cette maladie avec l'envergure qu'elle mérite. J'ai des éléments d'explication pour des hypothèses pour lesquelles je pense que ce n'est pas le cas, mais je vais le garder pour la fin de cette vidéo ou peut-être une autre fois. Donc, certaines conditions existantes qui compliquent la maladie sont, par exemple, des maladies cardiovasculaires, le diabète, des maladies respiratoires comme la tuberculose, de l'hypertension, etc. Cependant, même si une personne n'a pas ces complications médicales, elle les développe une fois confrontée à la maladie. Donc, ce sont ces complications-là dont on avait parlé, de 13% de cas graves. Voilà. On va parler un peu plus de chiffres. Un chiffre qui permet de caractériser le taux de contagion d'une maladie, les scientifiques l'appellent R0. Pour faire simple, R0, c'est la moyenne du nombre de personnes qu'une personne infectée infecte. C'est-à-dire que si en moyenne une maladie, lorsque elle infecte quelqu'un, elle se propage à 2 autres personnes, le R0 de cette maladie serait 2. Si en moyenne une personne infectée infecte 3, son R0 devient 3. Voilà. Donc, dans le cas de cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé, dans ses dernières publications, estime que ce chiffre pour cette maladie est entre 1,4 et 2,5. Par contre, d'autres études suggèrent que ce chiffre pourrait être entre 2,24 à 3,58. Et j'aimerais juste que nous y réfléchissions un peu, parce que ce chiffre n'est pas intrinsèque à la maladie, ce n'est pas inhérent au virus. Le virus lui-même contaminerait tout le monde s'il le pouvait. Le facteur qui relève de l'hygiène des personnes qui sont infectées, d'accord, de l'efficacité du système médical. Donc, par exemple, aujourd'hui en Chine, on est en train de voir un R0 de cet ordre ou dans d'autres pays, parce qu'ils sont proactifs, parce qu'ils sont en train d'isoler les personnes malades, parce qu'ils font en sorte de communiquer avec leur population afin que ces populations prennent les dispositions nécessaires afin de se protéger. Dans une communauté où les gens continuent d'aller à la mosquée même quand ils sont malades, dans une communauté où les parents sont obligés d'aller chaque matin dans les marchés, grouillés, très serrés, être serrés avec des personnes, dans une population où les gens vont dans des marches collectives, ce chiffre serait beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, pensons-y. Une autre caractéristique de cette maladie, c'est sa période d'incubation. La période d'incubation, c'est la période que dure, c'est la durée entre le moment où une personne est infectée par la maladie et le moment où la personne commence à développer des symptômes. D'accord? Pour cette maladie, c'est estimé entre 2 et 14 jours dans la majorité des cas, avec des cas exceptionnels qui durent jusqu'à 27 jours. Par contre, il y a de très fortes évidences et je pense que cela est aujourd'hui établi. La maladie est contagieuse avant que les personnes ne commencent à développer des symptômes. Un autre élément qui rend cette maladie extrêmement, extrêmement difficile à gérer. Donc, on va aller à travers quelques statistiques de cette maladie
et plus particulièrement à quel point la maladie affecte de façon disproportionnée les personnes âgées. Le taux de mortalité pour des personnes au-dessus de 80 ans est de 14%. 14% des personnes âgées de plus de 80 ans qui contractent la maladie finissent par mourir. Et on parle là des gens en Chine, en Italie, en Angleterre ou ici aux États-Unis. Donc des gens qui ont accès à des soins médicaux de pointe. Imaginez les conséquences d'une telle maladie dans des pays comme les nôtres. D'accord. Bon, plus l'âge diminue, plus le taux de mortalité diminue. Par exemple, des personnes entre 30 et 40 ans, c'est 0,2%. Donc, 2 personnes sur 1000, en fait. Et j'aimerais qu'on pense à ces chiffres-là, parce qu'il est très facile de regarder ces chiffres et d'oublier un peu l'impact social de ces chiffres. De juste considérer cela comme des statistiques. Parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous connaissez tous au moins une personne de plus de 50 ans. Au moins une personne, si ce n'est pas nos parents, c'est nos grands-parents. Et le danger avec cette maladie, c'est que les jeunes vigoureux comme moi, qui pourraient par exemple avoir des symptômes, qui pourraient être malades et être négligents, ne pas protéger les personnes qui sont les plus faibles et les plus démunies. Donc agir, puisque, ok, pour moi la maladie c'est comme une simple grippe, donc je vais complètement ignorer le fait que la maladie a des conséquences graves pour d'autres groupes de personnes et agir dans ma journée comme si de rien n'était. Aller dans un taxi, tousser, me toucher les mains avec, nettoyer mes narines avec mes mains, toucher des objets appartenant à autrui, serrer les mains quand je suis malade. D'accord? Aller à la mosquée sachant que je ne me sens pas bien. Peut-être que je ne suis pas malade, mais je pourrais être responsable de la mort d'une personne âgée dans cette mosquée dans laquelle que je fréquente. Donc, pendant que nous pensons à cette maladie, pensons à ses conséquences sociales, pensons à notre responsabilité en tant qu'individu quand il s'agit de lutter contre cette maladie et ne pas tomber dans le piège de considérer que le problème de nos voisins ne sont pas les nôtres. D'autres statistiques. Aujourd'hui, il y a 1200 nouveaux cas qui ont été connus en Italie. Et voilà, j'aimerais tout simplement dire, quand tu cherches les cas de coronavirus aujourd'hui, tous les pays qui ont commencé à chercher des cas de coronavirus, ils les trouvent par milliers. Ils trouvent qu'il y en a par milliers. Sauf que quand tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. D'accord? Et on est en train de parler de 1200 nouveaux cas, rien que dans la journée d'aujourd'hui, sachant que l'Italie a en tout 6000 cas connus. Imaginez, c'est une augmentation de plus de 20% en une journée. L'Iran publie des chiffres. Selon toute vraisemblance, ces chiffres sont revus à la baisse pour éviter la panique. Ils estiment qu'ils ont 6000 cas, dont 1000 nouveaux cas rien qu'aujourd'hui. Et disons juste que cela est vraiment dommage parce que rien ne rend impossible le fait d'endiguer cette maladie et de la contenir, de faire en sorte qu'elle disparaisse entièrement. Et le processus pour accomplir cela devient de plus en plus difficile. Mais le processus, il est simple. Toutes les personnes malades sont isolées pour faire en sorte qu'ils contaminent moins d'une personne. C'est tout ce dont on a besoin. Que chaque personne qui est contaminée contamine moins d'une personne en moyenne. Peut-être que la maladie sera avec nous pendant quelques mois, mais elle finira par disparaître lorsque le dernier cas sera constaté. Donc il est possible de le faire. Mais plus il y a des cas, plus il devient impossible de contenir la maladie sans prendre des mesures drastiques. Et ces mesures sont simples. Chacun reste chez soi. Plus d'école, plus de travail, plus de marché, plus de mosquées. Chacun reste chez soi. Si vous êtes malade, vous restez chez vous jusqu'à ce que vous guérissiez.
Tout pays qui implémente des mesures de ce genre, au bout de un mois, voire un mois et demi, pourrait contenir la maladie. Mathématiquement, c'est le cas. Mais le plus tôt on fera le nécessaire pour, premièrement, sensibiliser, deuxièmement, commencer à passer des tests, à faire des tests. Il devrait y avoir des tests dans les hôpitaux. Encourager les gens à rester chez eux. Cela rentre dans le cadre de la sensibilisation. Bon, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Et on a déjà vu le fait que le nombre de cas en Afrique, les nombres de cas connus en Afrique sont très bas. On parle de 4 cas au Sénégal, 2 cas au Maroc et 2 cas au Cameroun. Tout ce que cela va prendre, ces pays, c'est de faire le suivi des contacts. Prendre une personne, chercher à connaître tous les endroits qu'ils ont fréquentés, leurs collègues, faire des tests à ses collègues. Je suis certain que ces chiffres sont très très bas par rapport à la réalité. Et il est temps qu'on prenne cette maladie au sérieux. Bon, j'ai bientôt fini. J'aimerais juste partager avec vous une citation d'un professeur d'épidémiologie à Harvard, professeur Mark Lipsitch. Il dit, et je cite, « Je pense qu'il est probable que nous assisterons à une pandémie mondiale. Si une pandémie se produit, 40 à 70% des personnes dans le monde sont susceptibles d'être infectées au cours de l'année à venir. Quelle proportion est sans symptômes? Quelle proportion meurt? Je ne peux pas donner un nombre. » Donc, c'est vraiment sérieux. Mon inquiétude principale, et je fais cette vidéo principalement à destination des pays francophones, plus précisément pour l'Afrique, parce que les pays organisés, qu'est-ce que j'appelle un pays organisé? Certains pays sont plus organisés que d'autres, c'est un fait, même si on n'aime pas le dire. Un pays organisé, un pays qui a un leadership capable de prendre des décisions pragmatiques et des décisions proactives. C'est-à-dire proactive, ça veut dire quoi? Prendre des décisions proactives au lieu de prendre des décisions réactives. C'est-à-dire prendre des décisions pour prévenir plutôt que prendre des décisions pour guérir. Ça, c'est un pays organisé. Un pays organisé, c'est un pays où la population a la discipline d'appliquer les décisions pragmatiques et proactives prises par leur leadership. Malheureusement, force est de constater, et c'est un fait de réalité, ce n'est pas une fatalité, les choses vont aller mieux, mais nos pays africains ne sont pas des pays organisés. Et il ne s'agit pas là de notre premier rodéo, comme ils aiment le dire. J'aimerais vous donner l'exemple du VIH. Le VIH est une maladie qui, il y a 50 ans, n'existait pas. C'est une maladie qui n'existait pas dans le monde, n'est-ce pas? Par contre, aujourd'hui, l'Afrique est le seul pays où cette maladie est implantée et où le nombre de cas dans certains s'estime à 20% de la population. Je vous donne l'exemple, par exemple, du pays de l'Afrique du Sud. Donc le risque principal, c'est que, imaginez, si nous étions aujourd'hui en 1980, 82, 83 et qu'on nous parlait d'une nouvelle maladie qui vient d'apparaître et que c'est ailleurs, c'est dans un autre pays, ce n'est pas encore venu chez nous. Quelle serait notre réaction? Quelle serait notre réaction? Je pense que chacun d'entre nous doit nous poser cette question. Surtout, nous, la jeunesse africaine, nous devons nous poser cette question. Quelle aurait été notre réaction? Serions-nous restés les bras croisés sans rien faire? Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes instruit, si vous comprenez le message que je suis en train de vous transmettre, vous êtes un atout pour l'Afrique. Vous avez la capacité de contribuer à faire de notre continent un continent meilleur. Et cela ne passe pas par des millions de chemins. Il s'agit de saisir l'opportunité. Et tout de suite, nous avons une opportunité. Il y a un défi, mais ce défi nous donne une opportunité à nous, la jeunesse, de faire que le présent ne soit pas comme le passé. Faire en sorte de prendre les décisions nécessaires
pour que cette maladie ne s'implante pas en Afrique, que nous ne soyons pas l'exception du monde. Cela passe par de l'information. Je parle en français tout de suite. Beaucoup de nos parents ne parlent pas français. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute pourrait faire une vidéo similaire en Soussou, en Malinké, en Koniaké, en Swahili, en Bambara, pour partager ce message à leur communauté. Ensemble, nous pouvons mieux faire. Mais l'indifférence ne doit pas caractériser notre génération. Je vous laisse donc avec ce mot positif, ce mot positif et ce mot d'espoir pour vous inviter tous à prendre ce défi à bras le corps, à faire de votre mieux. Que pouvez-vous faire? Seul vous pouvez y répondre. L'Afrique est confrontée à plusieurs défis. Ce défi-là est un défi que certains d'entre nous pouvons prendre à bras le corps afin d'éviter une catastrophe. Donc sur ce, je vous laisse avec quelques consignes. Prenez vos distances sociales. Vous n'avez pas besoin de saluer votre voisin. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de protéger cette personne. N'allez dans des lieux publics que si vous en avez absolument besoin. D'accord? La mosquée, peut-être ce vendredi, vous n'avez pas besoin d'y aller. Je sais que les imams vont me maudire, mais vous n'avez pas besoin d'aller à la mosquée peut-être ce vendredi. D'accord? Prenez vos distances. Restez renfermés. Ne donnez pas une opportunité à cette maladie de s'implanter chez nous. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'Arabie Saoudite, parce que j'ai donné l'exemple de la mosquée. Vous pensez qu'il y aura un Hajj cette année? J'en doute. J'en doute. Il n'y aura pas de Hajj. Donc, si l'Arabie Saoudite est capable de prendre une décision aussi pragmatique pour éviter d'être un foyer de propagation de cette maladie, prenons nos décisions à l'échelle individuelle qui vont permettre d'endiguer ce fléau avant qu'il ne devienne une catastrophe. Autre chose, si vous avez touché un lieu public, vous avez touché une porte publique, vous avez touché votre téléphone, considérez que vos mains sont sales. Ne touchez pas à votre visage. Ne touchez pas à votre visage tant que vous ne vous êtes pas lavé les mains avec du savon pendant au moins 20 à 30 secondes. Ou en ayant utilisé un désinfectant avec un taux d'alcool élevé. Si besoin est, et si les gens font la demande, je ferai d'autres vidéos allant plus en détail sur les mesures d'hygiène nécessaires afin de se protéger. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, cette maladie n'est pas contagieuse juste en serrant les mains. Une fois que vous avez serré la main de quelqu'un qui a le virus dans ses mains, vous n'êtes pas tout de suite contaminé. C'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que vous pouvez être contaminé si vous prenez cette main et que vous mettez dans votre bouche. Vous prenez cette main, vous nettoyez le nez. Vous prenez cette main, vous touchez vos yeux. La maladie, le virus n'est pas capable de traverser la peau, ce qu'on appelle typiquement la peau. Par contre, elle est tout à fait capable de traverser les muqueuses buccales, les muqueuses dans les narines, dans les yeux. Donc, l'hygiène individuelle, prendre les distances sociales, est notre meilleur moyen de lutter contre cette maladie. Et je vous invite tous à prendre cette maladie au sérieux. Nous ne voulons pas être la génération qui voit un nouveau fléau s'implanter sur notre continent. Sur ce, je vous remercie. Et je finirai en disant que j'aimerais bien voir des gens du corps médical, des experts médicaux, pas moi, être en train de transmettre ce message à notre communauté. Je vous invite tous à relever ce défi et à faire le nécessaire pour protéger nos populations et endiguer ce fléau avant qu'il ne devienne une catastrophe. Merci.